Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à trois histoires qui, à première vue, n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui sont en réalité intimement liées. On a d'un côté, dans les terres du Sud, un peuple qui se bat littéralement pour sa survie, de l'autre, en Eredgian, une alliance secrète qui se noue entre nains et elfes, et enfin, à Numénor, une reine hantée par une prophétie. Bref, trois lieux, trois ambiances, et des conséquences qui s'annoncent énormes. Allez, c'est parti, on décrypte tout ça ensemble. On commence direct dans le vif du sujet. Voilà le choix, si on peut appeler ça un choix, qu'Adar donne aux habitants des terres du Sud. C'est brutal, c'est sans appel. Il n'y a pas de négociation, pas de discussion possible. Les enjeux sont posés d'entrée de jeu, c'est la soumission ou l'anéantissement. La tension est à son comble. Alors, direction les terres du Sud. Ici, pas de politique de salon ou d'intrigue de cour. Non, on est sur la ligne de front. Le conflit est direct, il est physique. On part de gens ordinaires, des villageois, qui se retrouvent face à une ombre qui ne cesse de grandir et de menacer leur existence même. Et pour vous donner une idée de la situation, c'est tellement critique que le jeune Théo doit prendre un risque insensé. Retourner dans son propre village, qui est maintenant une place forte des orques, juste pour trouver à manger. C'est une mission quasi-suicide. Mais voilà, la fin, ça ne laisse pas beaucoup d'options. Et évidemment, le plan ne se déroule pas comme prévu. Ça aurait été trop simple. Théo se faufile, mais très vite, il se fait repérer. Les orques l'encerclent et on se dit que c'est la fin pour lui. Et là, au dernier moment, bam, l'elfe arrondir surgit de nulle part. Une intervention héroïque qui sauve Théo in extremis. Chaque seconde est une lutte pour rester en vie, c'est aussi simple que ça. Mais on découvre que les orques ne cherchaient pas juste à éliminer les survivants. Non, ce qui les intéressait vraiment, c'était cet objet. Une garde d'épée brisée. Et là, on comprend que ce n'est pas un simple morceau de métal. Selon les vieilles histoires, cette épée serait un cadeau de Sauron lui-même. Ce n'est pas une arme en fait, c'est une clé, un symbole de pouvoir pour asservir les hommes. Aïe, on quitte la poussière et le sang des terres du Sud. Changement radical d'atmosphère. On part pour Eredgian. Fini les champs de bataille. Place aux ateliers scintillants des elfes et aux profondeurs des mines naines. Ici, tout est question de création, de découverte et de secrets bien gardés. Le projet est juste colossal, une forge d'une taille jamais vue, et surtout le fruit d'une collaboration qui semblait impossible. Pensez-y, des elfes et des nains qui travaillent main dans la main. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu ça. C'est un vrai symbole d'espoir, peut-être même le début de quelque chose de grand. Mais, parce qu'il y a un mais. Sous cette belle entente, il y a un secret. En creusant, les nains sont tombés sur un truc de dingue, un minerai extraordinaire, le mithril. Imaginez un métal plus léger qu'un tissu, mais plus résistant que l'acier. Ce n'est pas juste une trouvaille, c'est une ressource qui pourrait totalement changer la face du monde. Et c'est là que ça devient compliqué. Elrond finit par découvrir ce que son ami Durin lui cachait. C'est un vrai dilemme. Elrond voit le potentiel du mithril pour sauver son peuple, tandis que Durin doit à tout prix protéger ce secret pour la sécurité des siens. C'est finalement la promesse d'Elrond, celle de ne rien dire, qui va renforcer leur amitié et sauver leur projet commun. Et pour finir, on prend le large, direction notre troisième et dernier royaume, la grande île de Numénor. Oubliez les épées et les marteaux, ici l'enjeu est ailleurs. On est en pleine intrigue politique, mêlée de mysticisme et de prophétie qui pourrait bien sceller le destin du monde. Quand Galadriel débarque à Numénor pour demander de l'aide, l'accueil est glacial. La reine régente Myriel ne se contente pas de lui dire non. Elle l'a fait carrément jeter au cachon. Autant dire que la collaboration partait très, très mal. Alors pourquoi cette réaction si hostile ? Pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Le père de Myriel le roi voulait se rapprocher des elfes, mais ça a déclenché une énorme rébellion de son peuple. Myriel a donc hérité du trône pour calmer le jeu. Et c'est là que tout bascule. En utilisant un palantir, une pierre de vision, elle a vu une image d'horreur absolue. Son île Numénor, complètement anéantie par un raz-de-marée. Une vision qu'elle pense directement liée à l'arrivée de Galadriel. La question est donc, comment revenir sur une décision pareille ? Quand on a vu la fin de son monde, comment prendre le moindre risque ? La position de Myriel semble totalement inflexible et on la comprend. Et pourtant, la réponse va venir d'un événement aussi simple que puissant. Les pétales de l'arbre lent de Numénor, un arbre sacré, se mettent soudain à tomber, comme des larmes venues du ciel. Pour Myriel, ce n'est pas un mauvais présage, c'est tout le contraire. Elle y voit un signe divin, un message des Valar. Et d'un coup, elle comprend. Elle comprend que le vrai danger, ce n'est pas d'agir, mais de rester les bras croisés, de renier les anciennes alliances avec les elfes par peur. Et là, c'est un retournement de situation spectaculaire. Myriel ne se contente pas de libérer Galadriel, elle rassemble une armée et décide de l'accompagner elle-même dans les terres du Sud. Une alliance totalement inespérée vient de naître, et le destin de Numénor est maintenant lié à celui de la Terre du Milieu. Et on se quitte sur cette question cruciale.
En décidant d'intervenir, Myriel pense faire le bon choix, honorer ses ancêtres et sauver un peuple. Mais n'est-elle pas en train, sans le savoir, de déclencher exactement la catastrophe qu'elle a vue dans sa vision? Son geste est-il le salut ou le début de la fin? La réponse, pour l'instant, reste un mystère.